Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence Secret Planet. Pour prolonger la chaleur de l'été, nous partons aujourd'hui dans le Sahara avec Eric, fondateur de Secret Planet. Eric est en charge du Sahara et des expéditions. Pour ma part, je suis Damien, donc responsable de l'agence et en charge des terres polaires et de l'Asie centrale. Juste un petit rappel donc de la plateforme pour que vous puissiez interagir au mieux tout au long de la webconférence. Je vous rappelle donc que sur la partie droite, vous avez une bande blanche sur laquelle il y a 4 onglets. Donc de gauche à droite, vous avez l'onglet chat qui vous permet d'intervenir à tout moment et vos commentaires sont visibles de tous. À la droite, il y a l'onglet questions qui vous permet de poser les questions directement à Eric. Pour une meilleure fluidité, je les reprendrai en synthèse à la fin, mais vous pouvez poser vos questions à Eric tout au long de la webconférence. L'onglet sondage qui est très important pour nous, qui nous permet à la fois de progresser et puis de préparer les prochaines webconférences et de sélectionner des thèmes qui puissent vous intéresser. Et enfin, l'onglet participants vous permet en fait de voir les personnes qui sont présentes à la webconférence. Je vous rappelle la prochaine webconférence qui aura lieu le 17 octobre et ce sera sur l'Éthiopie, mercredi 17 octobre avec ma collègue Nawar. Et sans plus attendre, je donne la parole à Eric. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette première webconférence de l'année. Donc, avec le Sahara, dont vous savez que c'est une des expertises longues de Tamera, puisque avant même de démarrer Tamera, dans les années 70, on arpentait le désert. Nous n'avons eu de cesse d'explorer les déserts. Donc, il faut savoir aussi que depuis 6-7 ans, depuis les soucis que vous connaissez tous, notamment de sécurité dans le désert, eh bien, fort de notre connaissance de certaines zones, nous avons continué à faire partir des groupes, notamment en Algérie et en Mauritanie. Donc, pour commencer, on va commencer par une carte du Sahara. Donc, le Sahara, pour nous, comme pour la plupart des gens, ça part du Maroc jusqu'à l'Égypte, et puis au sud, dans la bande sahélienne, du Soudan jusqu'à la Mauritanie, en passant par le Mali. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler de ces zones que malheureusement nous ne pourrons pas explorer, en tout cas dans les mois qui viennent. Il s'agit notamment de la Libye. Alors, ce qui est intéressant dans la carte que vous verrez encore un peu plus tard, c'est que justement, il y a donc des zones grises qui montrent l'état civil, c'est-à-dire les endroits où en fait il y a un mélange de dunes et de roches. Alors, la Libye, vous voyez ces images qui sont sublimes. On est dans le sud-ouest libyen. Et il faut savoir, Tamera, au moment de sa fondation en 1994, l'Algérie s'est fermée et donc il a fallu trouver des solutions. Et la Libye est devenue une des terres d'exploration de Tamera. Et donc nous allions en Libye quasiment par la route, en passant à l'époque par la Tunisie. Donc la Libye, le sud-ouest libyen est très proche, on parle d'ailleurs de la Tadart libyenne, est très proche de la Tadart algérienne, dont on va reparler, dans laquelle nous partons. Donc ces images tassiliennes, effectivement, où se mélangent sable, dunes, roches, et donc sur ces roches, dans ces grottes, de l'art rupestre, qu'il s'agisse ici de gravures, et puis nous verrons un peu plus tard donc des peintures. Je pense que ces images se passe de commentaires. Donc voilà, je vous parlais de la carte tout à l'heure, et donc vous voyez que là on part au Niger, mais donc là il s'agit de parler de désert tassilien en particulier, et donc de ces zones grises que vous voyez sur ces cartes, qui symbolisent ces endroits où justement il y a un affleurement de roches, ce qui permet d'avoir ce mélange de dunes, de roches et d'art,
Ce sont probablement les plus beaux déserts du monde. Donc là, nous allons partir en fait au Niger, où donc Niger, bon, fermé, comme vous le savez, depuis 6-7 ans également, donc pas question tellement d'y retourner. Notre partenaire Arali, avec lequel je m'entretenais il y a 1 an, me disait que ce serait un peu de la provocation, mais c'est vrai que c'était une terre à la fois de beauté, des gens d'abord, évidemment des paysages. Je partais beaucoup au Niger voilà, pour passer du temps avec ces populations, vers Agadez notamment. Donc là, nous sommes au sud de l'Algérie. De la rupestre également. Voilà, donc du Niger, on va partir dans un autre environnement, l'Égypte, avec des déserts tout de même à l'ouest, bon, et ce fameux désert blanc qui est fermé depuis 2-3 ans. On y était encore il y a 2-3 ans, et puis il y a eu des soucis entre les militaires égyptiens et puis des colonnes de djihadistes qui venaient de la Libye, donc à l'ouest. Là, on est dans le désert libyque. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, comme d'ailleurs le Sinaï, c'est une zone qui est fermée. Donc, nous l'abordons aujourd'hui par le Nil. Donc là, vous voyez le souk du Caire, où il y a quand même une belle ambiance. Évidemment, l'Égypte, pour ceux qui connaissaient dans les années 80, qui était une terre de tourisme, jusque dans les années 80, très importante, et qui aujourd'hui semble reprendre, mais globalement assez vide encore. Donc on y va en felouk à partir de Luxor, et on s'arrête sur les rives du Nil pour faire des randonnées à la rencontre des Égyptiens, des paysans. Évidemment, on ne rate aucun point fort de la culture égyptienne, et on continue comme ça au fil de l'eau jusqu'à Luxor. Et même si ça semble être un voyage très classique, je crois que c'est l'un des plus beaux voyages que l'on puisse faire. Pas tellement désert, c'est certain, mais dans l'histoire de l'humanité. Donc le Soudan, alors le Soudan, donc également, on continue à faire le Soudan. On n'a pas beaucoup de départs, on a 2-3 départs. On en a un d'ailleurs le 11 novembre, donc dans le désert de Nubie. Et donc on va visiter donc là vous voyez Méroé, fameuse pyramide, et on va visiter les villages aussi au bord du Nil. À noter que Nawar, ma collègue, donc a construit une très beau voyage, un très bel itinéraire qui part du Nil Bleu, donc en Éthiopie, qui prend sa source dans le lac Tana, et on suit le cours du Nil jusqu'au Caire, jusqu'à l'estuaire dans la Méditerranée. Donc c'est un voyage d'une 30aine de jours et qui devrait partir donc début janvier. Voilà, donc tout au long du Nil, des sources à l'embouchure. Voilà, puis ensuite la Tunisie. Alors on va parler de la Tunisie et du Maroc, qui sont des déserts un peu sous-estimés par rapport aux autres. C'est vrai que la Tunisie, en fait, on est dans une ambiance d'océan de dunes, à la différence de pas mal d'endroits dans le monde finalement où les dunes sont des ergues, en fait, des ergues limitées, espèces d'îlots de dunes au milieu de règues. Et bien là, dans le Grand Ergue oriental, effectivement, on a des dunes qui se succèdent à l'infini, avec 3-4 programmes que l'on a accessibles à des choses un tout petit peu plus engagées, où on part en randonnée chamelière jusqu'au lac Chau que vous voyez là devant votre écran. Voilà, c'est un endroit qui est évidemment particulièrement agréable. Et la force, je dirais, de la Tunisie, bon, c'est d'une part que c'est une zone assez tranquille d'un point de vue sécurité, et surtout la gentillesse des nomades qui nous accueillent, qui ont beaucoup d'humour et avec lesquels on passe des moments très agréables.
Voilà, puis donc on va partir sur le Grand Sud marocain. Alors bon, le Maroc, c'est l'été, enfin le Haut Atlas, dont on parlera tout à l'heure, là au marché de Taroudant. Et puis au sud du Maroc, à la frontière algérienne, là c'est le Sahara. Et bien plus au sud de ce Sahara, on arrive dans les dunes, notamment Tin Merzouga. Et nous, on a fait, c'est des Aïtata, on a fait notre spécialité de la traversée d'un ergue qui s'appelle l'ergue Chegaga, qu'on traverse en fait de part en part, donc en allant jusqu'au bout d'abord de la vallée du Dra, et après donc on traverse de la vallée du Dra à l'ouest sur une dizaine de jours. Les dunes sont hautes, plus hautes que l'ergue orientale, ce qu'on a vu. Donc, ce sont des dunes tout à fait spectaculaires et c'est un très beau voyage, là encore, avec une ambiance nomade particulièrement chaleureuse. Donc, comme je disais, l'été, en revanche, eh bien, il fait trop chaud dans le désert, donc on part dans le Haut Atlas et on a décidé de se spécialiser sur quelques ascensions qui permettent de passer par des vallées qui sont merveilleuses, de rencontrer évidemment les habitants et de faire donc l'ascension de plusieurs 4000. Là, on est effectivement à la descente du Mgoun, dans les gorges du Mgoun. Voilà, et donc là, c'est le sommet du Mgoun. Il y a plusieurs sommets au-dessus de 4000 mètres, et donc c'est là que on va concentrer nos treks en été. La Mauritanie, qui s'est réouverte, on va dire, pour le grand public en décembre 2017, donc il y a un peu moins d'un an. Donc il y a une première saison qui a duré de janvier à avril, donc dans la Drare, donc avec un vol spécialement affrété entre Paris et Attard, qui était le samedi donc l'année dernière et qui pour cette saison démarre dès maintenant donc en octobre et qui est le dimanche. Donc la Mauritanie, donc je disais Attard, évidemment donc Chinguetti et ses fameuses bibliothèques. La plupart des programmes aujourd'hui partent donc de Chinguetti, on traverse l'ergue Waran que vous voyez donc sur votre écran, qui est un bel ergue, voilà, de dunes douces, pas très hautes, mais qui permet de rencontrer en chemin des nomades, donc avec lesquels on va passer un petit peu de temps, prendre le thé. Il faut savoir que la Mauritanie, notre équipe locale, est présente depuis très longtemps et donc a une grande expérience, bien sûr, de ces zones et notamment une approche des nomades qui, je pense, est particulièrement forte. Là, vous voyez devant vous une dune, en fait, qui est très haute et en haut se trouvent des rochers comme ça s'appelle la dune de Zarga et c'est un des endroits les plus magiques de la Drare. Donc, c'est en quittant la Waran. Donc, on passe des villages, bien sûr, et puis on arrive au bout de 8 jours en général sur une oasis qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Tergit, qui est vraiment au milieu de nulle part. Voilà, où on va passer une journée à se rafraîchir. Et puis, si on continue plus loin, on est dans un paysage toujours dunaire, de règles également, donc d'étendues de plateaux, et on arrive au fameux ergue Amatlich. Amatlich, que l'on va d'ailleurs traverser. On a lancé l'année dernière donc une expédition sur 40 jours qui vise à traverser en fait du nord au sud l'ergue Amatlich et les ergues successifs, quasiment jusqu'à la latitude de Nouakchott. Donc voilà, et là on s'appuie sur l'expérience nomade et de grandes caravanes justement qui caractérisait cette région jusque, on va dire jusque dans les années 90, peut-être 90, début 2000, pour les dernières grandes caravanes. Bon, et là maintenant on va évoquer évidemment l'Algérie qui
qui est notre pays fétiche, notre pays phare. Donc l'Algérie, vous voyez, ce premier cercle, en fait, est sur le Hogar. Le Hogar, c'est Tamanrasset. En fait, le Grand Sud algérien, c'est deux grandes zones. L'État civil du Hogar, le Hogar, et puis à l'est, on verra tout à l'heure, l'État civil Nadjer, avec comme capitale Djanet. Donc le Hogar jouxte, comme vous avez vu, le Niger, et de ce fait, sa partie sud, donc les Tassili du Hogar qu'on va voir sont fermés. Là, c'est la frégate, hein, bien sûr, du père de Foucault à Tamanrasset. Et l'intérieur. Voilà, et donc là, on arrive sur cette partie qu'on ne verra pas tout de suite, ou pas dans les mois qui viennent. Ce sont donc les Tassili du Hogar. Pour votre information, je me rends dans une dizaine de jours justement à Tamanrasset pour discuter avec les autorités, notamment de l'ouverture de cette zone. La partie nord de Tamanrasset, qui s'appelle l'Atakor, où se trouve le fameux Assé-Crème avec l'ermitage du père de Foucault, lui est ouvert. Et donc, les randonnées, les treks vers l'Atakor sont possibles. Alors, je vous parlais de l'Assé-Crème, voilà. Donc, l'Assé-Crème, c'est un plateau avec cet ermitage qui est tout petit, qui est encore habité. Alors, pas là, mais le plateau de l'Assé-Crème est habité par des frères, en fait, de la congrégation du père de Foucault. Ça, c'est l'intérieur de l'ermitage. Et là, les pics que vous avez vus tout à l'heure, c'est Tezulaïg. Là, c'est de nouveau l'intérieur, qui est très émouvant. Et l'accueil par les frères, d'ailleurs, sont très émouvants. Donc, je vous parlais de Tezulaïg, c'est ça. Ces deux pics que l'on voit du plateau. Voilà, et donc là, maintenant, on va partir, alors pas complètement à la frontière libyenne, mais pas loin quand même, donc à Djanet, où on va commencer par... Donc Djanet, voilà, avec son campement où on vous accueille quand vous atterrissez donc à l'aéroport. Là, vous voyez, c'est Nabil Bali Otmani qui est donc c'est un groupe et lui c'est un chanteur qui nous a fait le plaisir pour ceux qui nous connaissent, de venir à plusieurs de nos rassemblements annuels et on aime toujours. Voilà, on est tous très fans de sa musique. Donc là, ce que vous voyez devant vos yeux, bah, c'est la Tadrart. Tadrart la Rouge, comme on l'appelle, a bien nommé. Vous voyez que effectivement que les dunes sont rouges. Là, vous voyez que c'est plutôt tout noir d'ailleurs. Donc là, c'est l'ambiance au campement, c'est l'ambiance Touareg. Donc, un endroit magique, hein, probablement l'un des plus beaux endroits du monde, comme les Tassili du Hogar d'ailleurs. C'est vrai qu'on est dans des zones là, qui sont incroyablement exclusives et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas renoncer à y aller. Et évidemment, en bonne intelligence avec les autorités algériennes, voilà, on a continué à aller depuis 4-5 ans pour le plus grand bonheur des participants. Donc un endroit avec pas mal d'art rupestre. Donc là, vous voyez des gravures, bien sûr, des peintures qui sont dans un état incroyable. Évidemment, comme on est tout seul là-bas, on a vraiment l'impression d'être les premiers découvreurs. On est dans un des plus beaux musées à ciel ouvert du monde. Ils sont d'une qualité absolument exceptionnelle. Alors, pour les grands connaisseurs, sûrement moins belle que celle qu'on trouve en Libye, mais enfin, ça reste une grosse qualité. Voilà, et là, la fameuse girafe que vous verrez tous si vous venez dans la Tadrart. Donc la Tadrart algérienne, hein, qui est donc dans le prolongement de la Tadrart libyenne, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc on quitte la Tadrart, là donc en fait c'est le Ténéré, hein, là où passait le Dakar d'ailleurs, pour revenir vers Djanet, et on passe devant les fameuses vaches qui pleurent. C'est un ouvrage absolument phénoménal. Et on va partir de l'autre côté, donc qui est c'est notre autre itinéraire au départ de Djanet, qui se fait soit sur une semaine, sur 15 jours, pour aller au rendez-vous des Sendilènes. Donc, vous connaissez peut-être tous ce fameux rendez-vous Sendilène de Frison-Roche. Et on est donc dans un univers à la fois plus ouvert et plus intimiste que la Tadrart. C'est-à-dire qu'on a ces défilés, ces roches, ces dunes. Là, c'était Sendilène qu'on vous montre juste en tout petit. Il faut le découvrir vous-même. Et voilà, donc là, on est au nord-ouest, en fait, de Djanet.
Voilà, et puis on va terminer donc notre tour d'horizon avec le Tchad. Donc d'abord le Tchad, le nord du Tchad, le Tibesti, où on va donc là en véhicule. Les distances sont grandes puisqu'aujourd'hui on atterrit à Nouakchott, on fait l'ascension de l'Emikoussi, qui est un volcan mythique, et on finit par les lacs d'Unyanga. Voilà. Donc c'est un périple en 4x4 de 23-24 jours, avec évidemment l'ascension qui se fait à pied naturellement, et puis quelques petites randonnées chamelières. Mais c'est vrai que le clou du Tchad, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est quand même l'Enedi, hein, qui est cette zone hein, que vous voyez entourée de rouge. Et donc on est en fait dans un désert tassilien, le même esprit, avec donc cette émergence de pitons, de roches absolument phénoménale, la fameuse Guelta d'Archéi, que l'on peut voir de plus près, voilà, avec des dromadaires, peut-être des crocodiles. Donc c'est un endroit qui est très spectaculaire, tout est plus grand dans cet Enedi. La différence en termes de population, c'est qu'on est plutôt dans une population donc de Toubou, hein, et non Touareg, voilà, qui a ses caractéristiques, qui est très fier. Voilà, on peut dire qu'il y a une approche comme les Touaregs, bien sûr, de leur désert, mais dans une ambiance de groupe, voilà, où il faut être un tout petit peu plus, comment dirais-je, prudent, peut-être dans la relation avec eux, car ils prennent la mouche assez vite, et quand ils prennent la mouche, c'est très difficile de rattraper le coup. Voilà. Voilà en synthèse le Sahara. J'espère que ces images vous ont rappelé des souvenirs pour certains et vous ont donné envie d'y partir pour les autres. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je me tourne vers oui, il y a quelques questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser soit l'onglet questions hein, pour poser votre question, ou sinon l'onglet chat va très bien également. Donc, il y avait une première question de Marie-Odile hein, qui aimerait retourner dans le désert de Mauritanie, où elle est déjà allée, et voilà, donc quelle part de cette partie que j'ai déjà visitée. Est-ce que il y a des parties communes avec celui… Alors là, c'est une question assez pointue, en fait, de savoir si il y a une partie commune entre le parcours qui fait Chinguetti Ouarane et le parcours qui fait Chinguetti Tergit. Alors, bon, après, ça dépend avec quel opérateur vous êtes parti, c'est sûr. Bon, nous, la logique, et on pense qu'évidemment, c'est le meilleur itinéraire possible, c'est de partir de Chinguetti. Il y a effectivement l'aire Ouarane qui est directement au sud, donc c'est assez naturel de partir de là en randonnée chamelière. Et en fait, on va finir notre programme sur Tergit. Donc ça, c'est le 8 jours. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Marie-Odile. Et après, donc, les 8 jours supplémentaires, donc pour faire 15 jours, c'est en fait de Tergit jusqu'à l'Air Gamatlich, justement, donc une zone où j'ai l'impression que Marie-Odile n'est pas partie. Alors, il y avait une autre question toujours Marie-Odile, à savoir si le voyage en Algérie, donc Tadraf-la-Rouge, est toujours le même. Alors, je suppose qu'il y a des variantes, parce qu'on est dans le désert. Alors, il y a des variantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a encore 6-7 ans, on avait 50 programmes qui étaient dans l'état civil algérien. Enfin, 50, peut-être une trentaine, et une trentaine dans la partie Hogar. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 50-60 participants qui sont partis l'année dernière. Donc là, ça démarre plus fort, puisqu'on a déjà une trentaine rien que sur octobre et novembre. Donc les choses redémarrent, mais il est clair qu'on ne va pas inventer plein de programmes sur la Tadrart uniquement, sachant que voilà, on a très peu quand même de gens qui viennent pour la deuxième fois dans la Tadrart sur les 3-4 dernières années. Donc non, c'est les mêmes programmes. Maintenant, si Marie-Odile a un groupe de copains et qui sont 4, on peut tout à fait évidemment faire un sur-mesure qui lui permettra de voir d'autres choses. Et est-ce que ce parcours se fait en Méharé ?
Alors, C'est une question de Maggie. Alors, la méharée, juste un petit point de vocabulaire. En fait, la méharée, c'est quand on est sur les dromadaires. Donc, il y a très peu de voyages qui se font en méharée. Méharée, c'est l'esprit justement des grandes caravanes. Non, ça se fait donc en randonnée chamelière, c'est-à-dire qu'en fait, les chameaux, les dromadaires sont des animaux de bas. Et donc, on va mettre en fait les bagages sur les dromadaires. Et donc, nous, on ne porte qu'un sac à la journée. Si maintenant une personne est fatiguée ou se sent pas bien ou autre, évidemment, il y a toujours un dromadaire de sécurité sur lequel on peut monter. Mais donc, a priori, pas de méharée si c'était vraiment la question. Voilà. Alors, c'est vrai que sur certains programmes très longs, comme celui qu'on veut faire sur la traversée nord-sud de la Mauritanie, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir des dromadaires de selle sur lesquels les gens puissent monter de temps en temps dans l'esprit justement des grandes caravanes. D'accord. Bon, bah, ça a répondu à la question de Maggie qui, en plus, avait fait la confusion entre randonnée chamelière et méharée, donc pas de souci. Une autre question de Vincent qui demande si il y a des fêtes à voir et si oui, à quelle période? Alors, oui, il y a quelques fêtes. Alors, c'est vrai que, bon, alors on va parler du Grand Sud algérien. Bon, il y a une fête qui est exceptionnelle, qui est la fête de la Sébiba, qui a lieu, je ne sais pas si c'était ce week-end ou le week-end dernier. Donc, ça dépend, c'est un calendrier un peu tournant, mais en gros, c'est fin septembre, début octobre. D'ailleurs, on avait une proposition de départ spécifiquement sur cette date de fête. Donc là, c'était actuellement. Dans le Grand Sud algérien, à part cette fête-là, je ne vois rien de particulier sur l'année. En Tunisie, il y a la fête des chameaux de 12 qui a lieu, elle, en fin d'année. Donc, je crois que cette année, c'est le 24 décembre. Donc, il y a un certain nombre de festivités à 12 autour justement du dromadaire et c'est assez sympathique. On y passe 2 jours avant d'aller ou au retour, selon le calendrier, d'une randonnée chamelière. Au Maroc, on a cette fête, évidemment, la fête des fiançailles d'Émile Chil, qui a lieu aussi fin septembre, qui est là pour justement commémorer une légende du Haut-Atlas oriental. Donc là, on n'est pas dans le désert, on est dans le Haut-Atlas oriental, et c'est fin septembre. Voilà, en termes de fête, c'est à peu près tout ce que je vois là tout de suite. Bon, il doit y en avoir d'autres, mais peut-être moins spectaculaire ou moins iconique. Donc, tu as dit que tu partais bientôt pour le Hogar, hein, rencontrer les autorités. Il y a une question de Claire qui nous demande si on peut vraiment espérer pouvoir retourner dans le Hogar l'an prochain. Eh ben, j'espère. Ça, j'en saurai plus d'ici un mois et je pense qu'on fera un petit article de blog à ce moment-là au retour du voyage. J'y crois pas tellement parce que je fais cette rencontre dans le cadre de ce qu'ils appellent une espèce d'éductour, donc qui est une promotion en gros de l'Algérie sur son tourisme du Sud, mais ils nous proposent pas d'aller dans le Hogar. Ils nous proposent d'aller faire un tour dans la Takor. Donc je pense que c'est un peu une réponse déjà à la question. Je suis pas certain que ça s'ouvre très prochainement. Une question de Maurice qui nous demande si on a un peu plus d'infos concernant le Niger. Et ce qu'on pense à l'heure du voyage de Croque Nature, ça il faudrait voir. Qu'est-ce qu'on pense ? Croque Nature. Qu'est-ce qu'il y a ? Le voyage de Croque Nature proposé. Visiblement, Croque Nature propose un voyage en Niger en février. Alors, si vous voulez, nous, notre responsabilité, c'est vrai pour le Mali, on peut aller partout. On a un réseau qui est absolument colossal. Notre responsabilité, elle a d'abord votre sécurité, c'est une évidence, mais elle est aussi la sécurité de ceux qui vivent là-bas, des locaux. Et pour le Niger, on a une connaissance immense de cette région, donc du Sahara. La question qui s'est posée avec notre partenaire, qui lui est une des figures, je dirais, du Niger, de la Révolution, enfin qui connaît très bien à la fois les arcanes politiques de rébellion, etc., nous disait oui, c'est calme aujourd'hui. Le problème, c'est que vis-à-vis de factions un peu extrémistes, il se passerait probablement rien au niveau des touristes, mais que se passerait-il avec les familles qui ont accueilli ces touristes quand les touristes repartent? Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit ce serait aujourd'hui de la provocation d'y aller, ça n'a aucun intérêt, on est là pour se faire du bien et pas pour avoir peur ou pour mettre en danger la vie des locaux, qui est importante, elle aussi. Et donc, on a décidé de ne pas pousser. Donc, sur Croque Nature, j'ai pas d'avis, je sais pas ce qu'ils font. Bon, voilà. Une autre question d'Angèle qui nous demande concernant la sécurité, donc justement, et comment se fait-il en gros que Tamera soit l'un des seuls, voire le seul organisme à aller en Algérie, dans le sud algérien?
Bon, alors là, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que dans notre histoire, quelle qu'elle soit, qu'on aille Pakistan, dans le corridor de Warren, Afghanistan, etc., on a toujours décidé de nous faire notre propre opinion d'une zone au regard de partenaires de longue date que l'on a implantés là-bas et qui nous rassurent sur la possibilité d'aller y faire un trek. La deuxième chose, c'est que les autorités militaires algériennes, donc si on revient maintenant à l'Algérie, ont donné des autorisations dans certaines zones et pas dans d'autres. Donc ça aussi, ça guide notre action. La troisième chose, il faut savoir que le MAE, qui donc classe en zone rouge le Grand Sud algérien, a une obligation évidemment d'information des voyageurs individuels, mais que nous, tour opérateurs, on a tout à fait la liberté de faire ce qu'on veut. Donc après, chacun décide en son âme et conscience. Nous, compte tenu de notre longue histoire là-bas, on a pensé que toutes les conditions de sécurité étaient réunies pour le faire. Il faut savoir quand même que quand en 94, lors de cette décennie noire, le démarrage de la décennie noire en Algérie, que l'Algérie s'est fermée, alors même que c'était la seule activité qu'on avait sur Tameera, aujourd'hui c'est loin d'être le cas, eh bien, on a décidé d'arrêter. C'est-à-dire que de 94 jusqu'à 98, au démarrage même de Tameera, il n'y a plus d'Algérie. Donc, quand les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on n'y va pas. Quand on estime qu'elles le sont, on y va. Une des dernières questions probablement, une question de Maggie qui nous demande si on peut, donc si, bien sûr c'est avec des guillemets, bien sûr, si le Hogar s'ouvrait, est-ce qu'on peut combiner le Hogar et la Tadra? Oui, alors c'est quelque chose qu'on faisait bien sûr très très bien. Hein, ça. Alors aujourd'hui ou même demain, je pense que le 8 jours à Takor, c'est-à-dire côté assez crème, et les 8 jours Tadrar, tous les 8 jours Essendilen se combinent parfaitement bien. Il faut juste faire un peu attention aux rotations aériennes entre Tamanrasset et Janet, mais ça se fait très très bien. Donc voilà, donc après des modules de 8 jours, on en a plusieurs, on les combine. D'ailleurs, on fait 8 jours Tadrar, 8 jours Essendilen. Donc on peut faire 8 jours Tadrar, 8 jours à Takor, évidemment. Et si l'état civil Hogar s'ouvrait, on pourrait évidemment faire cette combinaison. Super, il n'y a pas d'autres questions. On peut attendre peut-être encore une dernière minute si quelqu'un a une autre question à poser. Alors, je peux en profiter pour rappeler simplement, parce que j'ai vu, et c'est la première fois qu'on a un peu… Ouais, allez, je viens sur celle, voilà. Juste, en attendant peut-être s'il y a une dernière question, j'ai vu pas mal de messages, alors pas mal, hein, il y a 3 ou 4 personnes qui avaient des difficultés, je crois, au niveau son et au niveau image. Je rappelle que l'idéal et les conditions optimum pour voir la webconférence, c'est bien sûr de passer par le moteur de recherche Chrome. Hein, voilà. Donc pour la prochaine fois, sachez-le, téléchargez Chrome si vous ne l'avez pas et logiquement, c'est beaucoup plus fluide. Avec les autres moteurs de recherche, il y a forcément toujours un décalage de quelques secondes ou des problèmes qui peuvent être voilà, entre le son ou l'image. Voilà. Est-ce qu'on attend peut-être encore Oui, bon, moi sinon je peux aussi conclure et s'il y a des questions, je m'interromprai. Allez, on peut faire ça. Pour y répondre. Super. Bon, donc voilà, la saison redémarre, comme vous le savez, c'est une saison qui dure en gros de fin octobre jusqu'à mi-avril, fin avril, ça dépend des zones. Hein. Il y a des zones où il peut faire déjà très très chaud. Donc comme je le disais, sur l'Algérie comme sur la Mauritanie cette année, ça redémarre très fort. Donc ça c'est très favorable. Bien sûr, je vous conseille, n'hésitez pas à nous joindre, à m'appeler pour qu'on discute de vos projets, mais je vous conseille de le faire relativement tôt. Rien ne sert de le faire à la dernière minute. Ce sont des voyages qu'on préfère évidemment prendre le temps des départs qu'on préfère prendre le temps de construire. Voilà, donc écoutez, moi je suis à votre disposition, Eric. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. Ouais, exactement, on peut mettre les petits contacts, voilà. J'en profite pour vous dire également que je mets dans l'onglet chat, hein, comme ça c'est visible de tous, un lien vers le blog hein, de l'une des dernières newsletters que nous avons fait justement sur un point sur la saison saharienne 2018-2019. Une dernière chose peut-être, prenez une minute, comme je le disais en intro, pour nous faire un retour hein, via l'onglet sondage, pour répondre aux questions. Et puis, je vous rappelle la prochaine webconférence qui aura lieu mercredi 17 octobre sur l'Éthiopie avec ma collègue Nawar. Et vous retrouvez tout le programme des webconférences et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site internet. Et également, vous retrouvez le replay
de cette webconférence et de toutes les précédentes. Voilà, le sondage. Alors, le sondage, ben, je viens d'en parler. Hein, j'ai dit que voilà, si vous pouviez prendre juste une petite minute, parce que c'est vrai que ça nous donne des indications et ça nous permet de préparer les prochaines. On vous remercie en tout cas de votre attention, d'avoir été nombreux encore et rendez-vous en octobre. À bientôt. Au revoir.